La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Docteur Bernard Sanson, bonjour et merci d'être avec nous. Nous allons parler d'expérience aux frontières de la mort, de NDE. Vous avez vous-même vécu cette expérience? Oui, il y a à peu près 20 ans. Donc, comment s'est passée cette expérience et à quelle occasion vous avez vécu cette NDE? C'était la suite d'un banal accident de la circulation qui s'est passé donc sur la route de La Rochelle. J'ai subi, si vous voulez, un double accident en soirée avec, des brouillards de vendangeurs. Entré dans un nuage de fumée. Je ne le saurais que plusieurs semaines après, mais je suis tombé dans un piège, puisqu'au moment où je me rabattais sur la ligne droite, étant à l'époque, je roulais à gauche pour éviter dans un virage une sortie qui était très dangereuse, rabattais donc sur le milieu de la route et je ne voyais plus que deux pointillés sur la route à double sens. Voilà. Et que s'est-il passé? Dans un premier temps, on ne voyait plus que deux pointillés sur la route et qui étaient à peu près au milieu de mon capot de voiture. Et là, ma femme m'a dit il y a des feux allumés, donc j'ai commencé à freiner brutalement. Mais il y avait un camion qui était au milieu des pointillés que j'ai percuté. Et lors de cet élément, ma boîte à vitesse d'une R30 arrivera à peu près à ma hauteur de bras, quoi. Je fais sortir tout le monde, je mets mon warning, mais j'ai déjà une sensation de danger important. Ma femme sortira du côté de la passagère, bien sûr, et moi-même et ma passagère sortiront de l'autre côté, enfin du côté conducteur. J'ai une envie de fuir. Face à un danger que je pressens, si vous voulez, je suis en état de vigilance extrême et voulant partir vers l'avant, mais on ne voit rien, je veux franchir le rail, je pense au suraccident et je me retourne et le 38 tonnes que j'avais doublé quelques instants, quelques minutes auparavant, arrive sur moi et je n'ai jamais douté de de sa venue, quoi. Et donc après, vous avez vécu une phase de décorporation? Alors, dans cette phase, premier temps, donc j'ai jamais douté que le camion arrivait sur moi. Et là va se passer un phénomène de ralentissement, un petit peu comme je dis dans les films, si vous avez vu Les choses de la vie. Donc, le cerveau est capable d'avoir une vision panoramique et en même temps une vision avec une acuité importante. Je revois là la séquence, si vous voulez, que je revis. Je pourrais dire presque qu'on peut lire les plaques, malgré l'événement qui est en train de se produire. Et en même temps, je vais chercher tout ce que je suis capable de faire depuis l'âge de 3 ans au niveau de mes possibilités d'échapper à l'événement qui se passe. Ça va très très vite. Au monde, je dis jusqu'à l'âge de 3 ans, je faisais des sports très rapides, ski et patin à glace. C'est une revue de vie. C'est pas une revue de vie au sens de mes actes, c'est une revue de vie au sens de toutes mes capacités physiques que mon cerveau est en train de rechercher. Et il ne va pas se tromper. Je suis là pour vous en parler. Donc, je vais faire un bond, à peu près de 2 mètres, 2 mètres 50. En patin à glace, comme je dis, je suis capable de le faire avec la vitesse. Après, je suis toujours en train de me poser 23 ans après comment ça puisse passer. Je vais plonger de côté, sur le côté droit. Je serai happé par le rétroviseur, puisque les camions à l'époque n'ont pas le rétroviseur collé, donc mon œil n'a pas une capacité de caméra thermographique, donc je serai lifté au passage par ce rétroviseur. Je me retourne, donc comme je fais un roulé-boulé, j'ai la face en l'air, et là, je suis dans le noir total, et je sens mes lunettes qui s'en vont, et je suis là en train de me dire, mais quel con, tu es myope, tu ne verras rien par terre. Je vois mes lunettes qui descendent, on les retrouvera le lendemain sur l'île de l'accident intact. À ce moment-là, je sens à peine une caresse, si vous voulez, comme une plume, et une superbe accélération. Une accélération comme quand on vous dit éloignez-vous d'un quai de gare, un express va passer, mais c'est à peu près ça, mais en multipliant par peut-être 100. Très grande rapidité. Et à la fin de cette accélération, je me retrouve dans un silence vibratoire. Je suis dans le hors-temps. Ce silence vibratoire est de la musique, en fait, une musique qui est faite, comme je peux la décrire, d'un 16 pieds d'orgue qui est fait de vibrations ou un 32 pieds, pour ceux qui connaissent l'orgue, et en même temps des voix d'anges, c'est-à-dire si vous avez écouté le Requiem de Mozart, vous avez des voix qui montent, mais je veux dire, elles ne s'arrêtent pas.
Je vais donc être dans une béatitude. Je suis musique, c'est-à-dire je pense, je suis, et je suis dans une paix, une joie extrême. Combien de temps dure cette expérience? Si vous voulez, ça peut se calculer mathématiquement, mais je suis dans le hors-temps, où la durée de la seconde et l'éternité sont la même. Je vais subir une rotation de 90 degrés, et je rentre dans mon corps, une espèce de sensation, si vous voulez, d'un gant étroit, comme si vous aviez un gant de 7,5 et puis qu'il faut rentrer, votre main fait 8, donc vous êtes obligé de forcer. Donc ça a été assez facile. Et je me retrouve la moitié du corps sous le rail de sécurité et l'autre partie, bien sûr, sous la roue du camion. Je n'ai pas encore pris totalement la mesure de l'événement, que 4 choses vont apparaître. Première chose, que n'aie pas peur. Je suis programmé, déprogrammé. Comment dirais-je, j'étais peut-être un inquiet de la vie avant mon camion. Sous le camion, je n'ai plus peur. Donc je dis, c'est une programmation cellulaire de toutes mes cellules. Que j'aurai un 3e enfant, première chose à laquelle on pense également. Que je remarcherai à Lourdes, mais en fait c'est une préconition, puisque 8 mois après, pour remercier, je suis allé à Lourdes et c'est là où je lâcherai mes béquilles, après un délai physique d'évolution de ce que j'avais. Et que je n'irai pas outre-mer. J'étais médecin de la marine, mais je souhaitais partir outre-mer. On a essayé plusieurs fois et en fait le poste que j'avais choisi se passera dans l'année suivante des problèmes de manifestations et autres, donc on a essayé de me faire plier, mais je n'ai jamais, comment dirais-je, agi en ce sens, quoi. Donc 4 choses. Là, je prends conscience, je suis sous le rail de sécurité, et puis, comme j'ai les 2 jambes, si vous voulez, qui sont dans le sens transversal du camion, je me dis, tu ne sens encore rien, la douleur va venir, t'inquiète pas, il t'a fait les 2 jambes. Et là, je bouge la jambe droite, comme je suis en train de vous parler, et je me dis, ah ben non, il l'a pas fait. Donc j'essaie à peine de me relever, je ne peux pas, et je sens effectivement, en tirant un peu la bavette du camion avec ma main à l'extrémité, que la jambe, effectivement, gauche a pris un gros pet, comme on dit. Voilà. Alors quand vous étiez donc en état de décorporation, vous n'avez pas rencontré de personnes décédées ou de choses comme ça, comme le racontent souvent les expérienceurs? Non, ça c'est le premier événement, je vais le vivre après. 2e expérience. Donc dans la première, je vais faire mon évacuation. Je vais, comment dirais-je, ma femme et le camionneur arrivent en pleurant. Le camion, si vous voulez, faisait partie d'un multiple accident. Donc je veux dire, c'était un énorme piège. Je sais qu'à peu près j'en ai pour 20 minutes, le temps qu'il y ait des secours qui arrivent entre La Rochelle et Rochefort. Et cet événement fait que, première chose, les pompiers arrivent, veulent essayer de m'évacuer en me passant à travers le rail. Je les expulse, je dis pas manu militari parce que je ne peux pas bouger, mais je veux dire ce n'est pas possible. Et une chance extraordinaire, un SAMU faisait une évacuation et arrive sur les lieux. Sur les lieux, le médecin me dit que bon, on ne peut pas faire grand-chose où c'est. Effectivement, je le comprends très très bien. C'est pas propre, c'est sale, c'est vraiment. Donc, je lui dis de passer un matelas coquille, après m'avoir vérifié, si vous voulez, au niveau du bassin, que je ne pouvais pas trop bouger, le cou, tout ça. Il m'évacue, comme je l'avais dit, je me retrouve dans l'ambulance. Dans l'ambulance, un élément de préconition, j'essaie, comment dirais-je, de vouloir une prise de sang pour l'alcoolémie, puisque je sais que, enfin, j'ai une perception qu'un certain nombre de choses se passeront là-dessus, et effectivement, tous les gens qui étaient dans cet accident auront une alcoolémie négative, et cela conduira 2 ans et demi après à la condamnation de l'agriculteur qui avait brûlé un champ. Donc, vous voyez. Donc je me bats avec l'infirmière qui refuse un petit peu. Elle dit, voyez, il est obnubilé, docteur, ainsi de suite. Alors je l'attrape par la blouse et si je suis obnubilé, je m'appelle un tel, mon chirurgien c'est un tel, et ainsi de suite. Et là, grand moment, le médecin qui est dans l'ambulance dit, vous voyez qu'il faut écouter les patients. Voilà, donc à partir de là, je demanderai à voir mon époux, je serai évacué sur le lieu que je souhaite, c'est-à-dire sur Rochefort. Et à partir de là, je me laisse un petit peu aller après ce déploiement physique intense qui s'est produit. Et là, je me retrouverai à l'hôpital, si vous voulez, c'est pas que je suis tombé dans le coma, pas du tout, mais dire, je reprends mes esprits aussi performants à l'hôpital. Voilà la première chose. Et que s'est-il passé après? Alors, deuxième chose, dans la nuit, à l'hôpital, plusieurs éléments. On m'annoncera que ma jambe est broyée, j'ai un genou broyé depuis 23 ans, je ne peux pas courir derrière un enfant de 3 ans. Et là, un de mes amis médecins est venu me tenir la main, parce qu'on a beau être
médecin soi-même, on est quand même humain. Et donc à partir de là, il ne sait pas trop comment m'annoncer que mon genou est broyé. Et en fait, il vient me dire que je ne courrai plus dans la vie. Et je me suis retourné en lui disant que ça ne servait à rien de courir dans la vie. Et je peux vous assurer que cette phrase, je la pratique. C'est un élément important puisque si vous me parlez là maintenant que je meurs dans un quart d'heure, je ne changerai pas. Mon attitude sera là. Je serai triste de ce que je laisse. Je pense qu'il faut vivre dans l'instant. Voilà ce que ça m'a amené. Le deuxième aspect se fera donc dans la nuit à l'hôpital, où là, spontanément, j'aurai au bout de mon lit ma grand-mère, qui était morte en 1976, une patiente et amie que j'avais aidé à mourir 7 ou 8 mois avant, et le père Populeshko. Alors, 3 personnes, bien sûr, ceci se passe, vous n'avez pas besoin de demander la carte d'identité, de savoir qui c'était, de savoir qui c'est, puisque même le langage se fait sous un mode, si vous voulez, de... Transmission de pensée. De transmission pensée, vu que moi qui ne parle pas le polonais, donc je comprenais très très bien Populeshko. C'est un peu une reconnaissance d'âme à âme. Oui, bien sûr, il n'y a pas besoin, c'est là, ils sont présents. Et ma grand-mère était dans une apparence physique, je ne pouvais pas lui connaître. Elle est morte à 76 ans, elle avait à peu près 35, pas plus de 40 ans, droite, bien droite, alors que c'était une dame courbée dans la vie. Cette amie qui était kiné, qui me permettra après de continuer une kiné que je ne connaissais pas et que je me suis pratiqué. Et le père Populeshko, qui sera un élément important dans les 10 années qui suivent jusqu'à sa béatification à peu près. Je vais pas connaître le tunnel au sens où les gens le décrivent, je vais être pratiquement, je dis pas que c'est une aspiration, je peux pas le dire que je l'ai senti, mais je me retrouve face à la lumière instantanément. C'est une lumière, si vous voulez, qui est blanche, qui brûle pas, très brillante. Ce sont des éléments d'amour authentique, pas tout à fait ce que l'on raconte au sens de la vie. Et je vis mon jugement, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui me juge, c'est moi qui me juge. C'est tout à fait différent. Cette clarté vous fait rendre compte que c'est une infinie clarté, que cet amour est total, on sent qu'on est attiré un petit peu par cette lumière, c'est une brûlure en fait avec une intensité d'amour, voilà, réchauffe et ça régénère, enfin je veux dire c'est pas facile d'en parler. En aucun cas on a à avoir peur, on est vraiment serein. Ah, moi je n'ai pas eu peur, je suis dans la paix, la joie et la lumière. Paix, joie, lumière sont les éléments face à cette lumière. Par contre, ce jugement, c'est un petit peu comme quand vous essayez de nettoyer une baie vitrée face au soleil, vous avez envie de tout bien nettoyer. Malgré ça, il reste toujours des traces. Effectivement, en fait, je cache un certain nombre de choses. C'est moi qui cache des choses. Et en fait, ce ne sont pas les gros actes de la vie qu'on a tous fait plus ou moins. Mais en fait, ce qui est jugé, c'est l'intentionnalité face à cet amour. Donc en fait, même des petites choses qui sont faites sans amour sont les éléments qui ressortent. Je vais dépasser cette lumière, je ne sais pas comment, et je me retrouve sur une butte. Et de ce point de vue, j'ai à peu près une vision à 180 degrés. Je suis 7 à 8 mètres au-dessus d'une foule assez dense, et j'ai un guide. Je pense qu'il est derrière moi, il me dépasse d'un tiers derrière moi, à peu près pas plus d'1,50 m derrière. Je ne le vois pas, apparemment je pense qu'il est très grand, mais il en impose par sa seule présence. Il me montre cette multitude compacte de personnes, et je distingue comme si c'était un petit faisceau lumineux, si vous voulez, qui va sur chaque personne. En fait, on me montre depuis pratiquement l'âge de raison, 3 ans, 4 ans, toutes les personnes qui m'ont aidé à me construire, c'est-à-dire c'est pas elles c'est leur rencontre qui m'ont apporté, et ma réponse à ce qu'ils m'ont amené, réflexion et autres, m'ont aidé à me construire jusqu'au moment où je suis à l'accident. Je les reconnais, bien sûr. Il y avait une jeune fille qui était morte de leucémie à l'âge de 12 ans, un certain nombre de personnes. Et tout ça, ce sont les éléments qui, dans leur rencontre, ont permis d'évoluer, de me construire. Je suis là, donc, mais je vois que le chemin sur la droite monte très très légèrement. Et là, je veux savoir ce qu'est l'avenir, puisque bon, j'avais le passé, on me montre. J'ai une vision un peu de ce chemin d'avenir, et là, j'ai envie de poser la question. D'ailleurs, je la pose, et la réponse derrière, c'est regarde d'où tu viens, tu n'es pas passé sous un Solex, donc grosso modo, vu ce que j'ai vécu, tu n'as pas à te poser de questions. Je vais une deuxième fois poser la question pour l'avenir. Ça a été tu n'as pas à connaître. Et la troisième fois, c'est une réponse qui est du genre
d'un père qui essaie de faire comprendre à un enfant qui ne veut rien comprendre, c'est un petit enfant, il va recevoir quelque chose sur les fesses. Donc je n'ai pas insisté, étant donné le côté très péremptoire de la réponse. Ah oui, c'est ce que je remarque. Et je me retrouve effectivement dans mon lit. Là, jusque-là, tout se passait à peu près bien. J'ai vécu comme quelque chose qui est grandiose, stupéfiant, incroyable, inimaginable, comme décrit. Mais ma passagère, si vous voulez, était à côté de moi, devant le camion. Et elle vient à l'hôpital, elle est vivante, hein, bien sûr. Et c'est là qu'au bout de... Pratiquement, on a passé plus d'une demi-heure qu'elle me dit, moi aussi, je suis devenu musique. Alors, je l'écoute longuement et en fait, on a vécu la même chose en même temps. Donc, un phénomène à deux a été le début de ma réflexion importante puisque jusque-là, j'avais eu qu'un professeur, le professeur Vincent, qui avait écrit La biologie des patients, qui est au Collège de France. Et effectivement, j'avais la théorie des endorphines bien ancrée en tant que médecin. Mais à partir du moment où à 50 cm, même drogue, mêmes effets, ça ne pouvait pas passer, ça a été le début de mon cheminement et de ma mise en marche pour essayer de comprendre ce que je venais de vivre. On marque une pause, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Comment avez-vous intégré cette expérience lors de votre retour dans le corps physique et après les semaines, les mois à venir? Comment vous avez intégré cette expérience? L'intégration, d'abord, elle s'est passée physiquement. Il a fallu me reconstruire au sens de la jambe broyée en 7 morceaux. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, j'étais entouré d'un certain nombre de gens, même au niveau de psychiatres, de psychologues. Aucun ne m'a écouté. Il a fallu que je prenne un téléphone et voir un ancien psychiatre qui pratiquait l'hypnose ericksonienne parce que j'avais une idée de subir une séance d'hypnose. J'avais ça en tête parce que je dis, il me manque quelque chose dans le sketch. Et il habitait Lorient, donc j'ai pris ma voiture, il m'a reçu, il m'avait dit, viens, aucun problème. Il m'écoute et il me dit, écoute, il n'y a absolument pas à revivre ça sous hypnose, tu raconteras très bien le problème. Par contre, il me dit, ces phénomènes existent, je n'en suis pas spécialiste, mais ça existe. Et à partir du moment où il me révèle que ça existe, pour moi c'est une ouverture, si vous voulez, extraordinaire, et je me mets en marche. Donc ceci se passe, je dirais 7 mois, oui, 6-7 mois après, quoi. Et je vais donc me mettre en marche et recherche. Et là, après des lectures sur Jung, après un certain nombre d'éléments, je tombe sur un livre pour lequel il y avait Jan Suessa. Donc ne parlant pas l'américain couramment, donc j'essaie de chercher après... je tombe sur Jans France et je serai écouté avec Sarah Mercier qui viendra me rencontrer du côté de Morlaix ou Brest et Nicolas Maillard qui était un journaliste qui mourra malheureusement à 33 ans. Donc je vais raconter mon histoire, puis bon, jusque-là c'était très très bien. Je reviens sur Rochefort et Angoulême, Nicole Dron faisait une conférence, donc Rochefort, Angoulême c'est très très proche, donc j'y vais, je rencontre Nicole, on discute en aparté, et discutant en aparté, à la fin de sa conférence, j'étais assis comme tout spectateur qui écoute Nicole, et comme qui a vécu une expérience, elle me regarde très intensément. Vous vous sentez happé par son regard. Oui, je connais bien Nicole. Oui. Donc c'est là que je raconte brièvement, parce que mon but n'est pas de raconter l'accident, n'est qu'un élément négligeable en fait dans l'évolution personnelle. Et donc j'en viens à parler surtout des difficultés qu'il y a à vivre après l'expérience et surtout d'apprendre à être écouté, puis apparemment l'écoute n'a pas lieu, soit par les médecins, par vos proches, ainsi de suite, on vous regarde un drôle d'air. Dans le milieu médical, n'en parlons pas à l'époque, c'est il y a 23 ans. Donc à qui causer un petit peu de ça. Mais entre-temps, j'avais quand même eu quelques cas donc qui finissaient par me parler de leur expérience. Donc j'avais dit que le plus difficile, c'est de se poser. C'est comme si vous avez vécu dans un avion supersonique et vous vous posez sur une piste pour un petit coucou. Quoi que vous fassiez, il faudra se poser et la piste sera trop courte. Donc il faut apprendre à limiter un peu la casse, puisqu'il va y avoir les changements de vie, des recentrages personnels, des recherches spirituelles, enfin il va y avoir un certain nombre de choses qui feront que votre vie, de toute façon, n'est plus la même. Par contre, quelque chose qui mine quand même également, c'est le fait pourquoi moi. Donc pourquoi moi, moi qui suis médecin, j'ai vu mourir des gens pour 100 fois moins que ça, et pourquoi vous restez en vie.
quel est le sens. Alors ce sens, il existe, puisque par rapport au jugement, par rapport au guide qui est là, il m'a pas dit tu as continué à vivre. Mais enfin, j'ai vu ce qu'était ma vie, j'ai eu une connaissance, si vous voulez, scientifique très très importante là-haut, mais après on la perd en revenant. Donc une soif intellectuelle, comme je dis. Avant, j'avais un entonnoir qui était retourné sur la tête. Depuis, il est toujours là, mais la position s'est tournée vers le ciel. Donc voilà un petit peu les forces qui sont en soi et tout ce qui va être à gérer. Alors justement, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie au quotidien? C'est à la fois quelque part un cadeau et à la fois très difficile, parce que ça nécessite beaucoup plus de rigueur dans la vie de tous les jours. Exactement, oui. C'est un excellent cadeau parce qu'il y a une soif constante d'apprendre. Bon, ma bibliothèque s'est multipliée par, je dirais par 10 sur les sujets autour de la mort. Je n'ai pas peur de la mort, depuis tout petit, non. Non, j'allais vous poser la question, justement, mais maintenant, vous devez être complètement rassuré. Ah, moi, je fais un pas, je sais que de l'autre côté, je suis dans une autre dimension. Pour moi, c'est une assurance, j'en mets ma main au feu. Je n'ai pas essayé de convaincre les gens si nous sommes écoutés, mais je veux dire, c'est une certitude pour moi. Il n'y a même pas à essayer de le démontrer. Mais ce qui va être difficile, c'est la gestion de tous les jours, où on voit effectivement un certain nombre de personnages qui vont vous polluer la vie avec des tout petits riens, mais c'est la vie humaine. Hein. Alors c'est pas que les petits riens n'existent pas, on peut se noyer même dans un verre d'eau, mais c'est une noyade. Mais se dire ce genre de choses ne m'intéresse pas, alors je vais passer pour un bizarre. Parce qu'effectivement, quand dans une discussion on se noie dans des vies, soit dans la famille, soit dans des sujets, dans des conférences, je perds mon temps. J'essaie de gagner du temps. Hein. Et c'est ce temps qui manque, puisque en fait on est dans le hors-temps face à cette dimension, et cette soif d'absolu est quelque chose qui nous gagne. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais je veux dire, on a des choses à faire et essayer de le faire le mieux possible. Alors que pouvez-vous dire aux personnes qui ont peur de la mort et aussi aux personnes qui ont peur de l'au-delà? Parce qu'on rencontre aussi certaines personnes qui nous disent oh, ne parle pas de ça. Alors ils ont à la fois peur de la mort, mais ils ont aussi peur de l'au-delà. Mais la peur de la mort fait partie de l'humain. En tant que médecin, bon, je veux dire, je crois qu'on a Elisabeth Kubler-Ross a bien montré les stades avant le départ, hein, qu'elle a bien décrit. Mais je veux dire, je pense qu'il faut les passer, puisque bon, si la naissance on est arrivé sans trop savoir pourquoi ni comment, autant que le départ, quelque chose qui va être, comment dirais-je, une récurrence de la vie humaine. Vouloir échapper à ce seul questionnement, c'est un jour être rattrapé. Donc ça, je ne peux pas dire comment se passera ma fin de vie, comment se passera, mais enfin si ça se passe comme ça s'est passé, en une fraction de seconde, on est dans une dimension, hein, je dis, qui est tout à fait différente et assez agréable. Hein. Par contre, je dis bien attention, beaucoup de gens disent si c'est si agréable, je pars tout de suite, je dis attention, il y a peut-être l'appartement témoin qui a été montré, il y a peut-être d'autres dimensions que l'on ne connaît pas, ne serait-ce qu'en regardant le début de Jérôme Bosch. Dans le tableau, il y a aussi, avant d'entrer dans le tunnel, d'autres éléments. Il faudrait parler du suicide aussi. D'ailleurs, Nicole le dit souvent. Hein. Celui qui a compris que sa vie était pour quelque chose, le problème c'est que beaucoup de gens ne savent pas quel est le sens de donner à leur vie. Ils n'en trouvent pas le sens ou ils n'en cherchent pas assez. Ils se noient dans un certain nombre d'illusions. Hein. Je veux dire, on est dans un monde où l'illusion. Mais je crois qu'il faut revenir côté des Grecs, hein, côté... effectivement, moi je suis judéo-chrétien, c'est vrai, mais je pense que la première chose, moi judéo-chrétien, je reviens en demandant à mon père de m'acheter le Bardo Todol. C'est pas que je sois tibétain, mais j'y découvre Jung et j'y découvre une dimension, si vous voulez, puisque le livre des morts tibétains et, comment dirais-je, les prières que l'on récite aux mourants. Donc il y a quelque chose qui se passe dans cette traversée. On est là sur Terre pour faire quelque chose. Voilà. Donc il ne faut pas quitter la classe avant la fin des cours. Exactement, parce que alors après on m'a pas donné, moi je n'ai pas la connaissance de cette fin de cours si jamais on la précipite. Je pense qu'il y a quelque chose à faire et pour moi cette interface entre le réel et l'au-delà, c'est passé très très vite. Oui, parce que certains nous disent de toute façon il faudra recommencer. Ah oui, alors certains guides après vous le diront, moi je n'ai pas eu ce privilège entre guillemets, parce que bon, je veux dire chacun a sa... Bon, on m'a soulevé juste un petit côté du voile.
Je dis ça semble pas mal, mais je veux dire, il faut se méfier après de l'interprétation. Alors que répondez-vous aux personnes qui vous disent « Oh, c'est une expérience magnifique, merveilleuse, due à l'absorption de drogue ou à des phénomènes hallucinatoires ». On le dit de moins en moins, hein, oui. mais bon, c'est encore la peau dure. Les conférences, je les attends toujours, puisqu'à l'âge de 23 ans, j'ai été, pour des problèmes de polype, endormi à la kétamine, et j'ai eu un réveil très exceptionnel, puisqu'à l'époque, j'ai eu le privilège de rêver en Vasarely au réveil. Vasarely, ça donne des tuyaux argentés, noirs, brillants, c'est super. Mais la seule chose, c'est que j'étais dans mon réveil d'anesthésie, et le problème, c'est que je voulais voir recréer le visage de mon épouse, de mes enfants, et je n'y arrivais pas. Chaque fois, j'avais une perte de ma liberté. J'étais muselé dans une camisole, et puis je ne pouvais rien en faire. J'en avais parlé à l'anesthésiste à l'époque. Mais le deuxième aspect de l'événement que je subis, je suis totalement libre. Ma réflexion est personnelle, ma vision des lunettes que l'on retrouvera, elle est là. Le fait que je sois tout seul, effectivement, je vous ai dit, la théorie des endomorphines, ça marche bien. Quand on est tout seul, mais à deux, ça ne marche pas. Voilà. Et d'autant plus que, je vais être rapide, j'ai rencontré le docteur Moody lors du congrès à Martigues en 2006. En aparté, je lui avais dit qu'il y avait des phénomènes qui se passaient à plusieurs, et il m'a dit, continuez votre recherche. Et d'ailleurs, le livre que Moody a publié là, en novembre dernier, effectivement, parle d'un certain nombre de choses qui se passent à 2, 3, dans des dimensions. Des NDE collectives, on appelle ça. Voilà, donc des éléments qui se passent. Et maintenant, j'ai une patiente qui a essayé d'échanger sa vie lors de la mort de son enfant dans le tunnel. Donc il se passe des choses. C'est pour ça que moi je n'ai jamais rien écrit là-dessus, parce que c'était trop restrictif. Plus de 150 cas, moi, dans ma clientèle depuis que je pratique, après ces événements. Moi, je ne les cherche même pas. Mais je veux dire, c'était trop... en tant que médecin, pour Yann, on me demandait de faire des enquêtes. Et puis, en fait, des enquêtes, pourquoi ? C'est la question. Je n'attaque pas Yann sous les autres, mais c'était pour la longueur du tunnel. Mais j'ai eu des gens qui vous ont mesuré le tunnel. J'ai eu d'ailleurs qui vous dit il fait 20 mètres, il sait très bien ce qu'il est capable de faire. J'ai eu quelqu'un qui s'occupait de métrologie dans l'envoi des fusées au CEL d'Élan, vous donner la longueur, enfin voilà, mais ça n'avait aucun intérêt. Le but, il n'était pas de savoir quel était le plus beau tunnel. Alors on pourrait évoquer aussi le cas de Pamela Reynolds, qui est une expérience très très intéressante, qui tenterait justement de prouver que l'après-vie existe bel et bien, car là, toutes les fonctions étaient arrêtées. Alors l'après-vie, je ne sais pas si ça prouve l'après-vie, ça prouve que la dimension que les médecins donnent sur un élément qui s'appelle la mort est peut-être mal gérée actuellement. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est vrai que le Pamela Reynolds, avec son hypothermie, les sondes qui ont été posées, effectivement, et qui ramènent une expérience, est assez troublante. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ? Ce qui est important, c'est le dégonflement de l'ego. Ça, c'est important. Notre nature humaine est faite avec un ego. Moi, j'appelle ça le ventre de batracien. C'est-à-dire quand on a fait quelque chose et tout de suite, en fait, pas du tout. Vous avez un certain nombre de choses qui peuvent revenir. On parle des dons. Bon, les dons, c'est quoi ? Ça fait partie de la personnalité humaine, et vous avez des gens qui ont une exacerbation de phénomènes, qui vont avoir soit du mal à gérer. C'est le cas, par exemple, des gens qui vont avoir des facultés de soins qui ne sont pas des soignants. Comment faire ? Vous en avez d'autres qui vont avoir des visions d'aura, des clairaudiences, un certain nombre de traitements. Je me souviens très bien d'un des premiers que j'avais rencontré, c'était quelqu'un qui soignait les arbres. Alors, soit vous les envoyez en psychiatrie tout de suite, mais pas du tout. Il était reconnu, il s'était lancé dans les bonsaïs, dons de médiumité. Donc, vous voyez, c'est pas très simple, puisque personne, vous allez être obligé de gérer. Alors, il va y avoir des dons, si je prends par exemple, je le cite, Gérard Servan, qui maintenant est un sculpteur qui est connu aux États-Unis et qui écrit sur le neutrino. Eh bien, c'est quelqu'un qui a eu une faculté tout à fait particulière de rentrer dans les circuits électriques qui étaient en panne. On l'a accusé de mettre les circuits en panne. Au lieu de se poser, par exemple, la question pourquoi c'est tombé en panne, on vous accuse. On ne cherche pas. C'est quand même extraordinaire de parler du 17e du siècle des Lumières, alors que nous, on est encore à la bougie. Tout à fait d'accord avec vous. Ça, c'est clair. D'ailleurs, vous connaissez Jacqueline Bousquet ?
Dites-moi, je ne sais pas. Jacqueline Bousquet est une scientifique, elle est retraitée maintenant du CNRS, Oui. elle était biologiste, elle donne des conférences, enfin elle en donnait jusqu'en 2010, je ne sais pas si elle continue. Et Jacqueline Bousquet, en tapant sur Google, on trouve ses conférences, elle parlait des neutrinos, elle parle des champs informationnels, elle rencontre à peu près le même problème avec certains scientifiques. Ah mais bien sûr. Non mais je veux dire, quand Descartes, la pensée de Descartes, elle est très très bien. Le problème, c'est quand on en fait du cartésianisme, quand on fait une espèce de bouclier qui empêche d'avoir une réflexion, des fois que je n'ai pas les moyens, ça ne peut pas exister, c'est quand même grave. C'est digne du XVIIe siècle. On avait dit à une certaine époque, et pourtant elle tourne. Oui, et on avait dit que la Terre était plate. Voilà. Et on empêche la science de progresser. Oui, c'est toujours la même chose. Vous savez que je pense qu'à tout moment de l'histoire, on trouve les mêmes choses et on se croit de nouveau les meilleurs de ceci, mais c'est absolument faux. Est-ce que comme Nicole Dron, comme Chantal Caccia, comme Jean Morzel de Toulouse, vous pourriez dire, je suis certain que l'après-vie existe? Ah, moi j'en mets ma main. Moi, personnellement, je sais que je passe le pas, je le dis. Pour moi, oui. Vous allez rendre service à beaucoup de personnes, croyez-moi. Est-ce que vous avez un message à apporter aux auditeurs pour terminer? Il faut surtout, pour celui qui reste, avoir un accompagnement dans la compassion. La compassion, c'est pas cet amour. La compassion, c'est vivre avec quelqu'un, avec des gens, avec des souffrants, dans l'humanité souffrante, et puis de les aider. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre leur place, mais on peut leur apporter un certain nombre de choses. Je voudrais dire qu'il faut aussi apprendre à vivre dans l'instant, se centrer sur soi-même. Ce sont les éléments qui m'a été donnés en cadeau. Et puis, travailler avec un certain calme intérieur que l'on peut trouver par la prière, par des rencontres, en allant se promener, mais surtout en dehors de certains brouhahas qui ne sont que des mouvements browniens et qui excitent l'homme, quoi. Docteur Bernard Sanson, merci d'avoir apporté votre témoignage, merci d'avoir participé à cette émission. Au revoir et à une prochaine fois. Au revoir. Fréquence Évasion.